Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une effroyable bavure militaire met le feu aux poudres à Buea. Installée dans la voiture de son parent en direction de l'école, une fillette en tenue scolaire a été tuée par balle. L'auteur est un gendarme qui a subi la furie des populations. Après l'avoir lynché, elles ont protesté dans les rues de Buea contre la multiplication des abus et exactions commis sur des populations sur le théâtre de la crise anglophone. Vous verrez dans ce journal comment ce grave incident a provoqué une onde de choc à travers le pays, poussant l'armée à donner sa version des faits et des leaders d'opinion à s'exprimer. La tension sociale monte au Cameroun après le blocus des transporteurs routiers sur la pénétrante est de Douala. Leurs collègues ont pris le relais sur l'axe Babadjou-Bouda, dénonçant les tracasseries des policiers et gendarmes et tracasseries administratives, un mécontentement qui a suscité une réaction du préfet des Bamboutos. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cette photo de Caroline, 5 ans, est devenue virale sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Elle, qui était sortie en tenue scolaire, ne rejoindra plus ses camarades à l'école. Son avenir radieux s'est effacé à jamais à cause d'une bavure militaire inexpliquée. Vous la voyez en image. Un gendarme a tiré sur une voiture dans laquelle se trouvait Caroline et sa mère en partance pour l'école. La balle a fait exploser la tête de l'enfant. Les témoins de la scène sont entrés dans une colère noire. L'auteur de cet acte effroyable a subi la vindicte populaire. Caroline est devenue le symbole d'une exaspération contre les abus commis sur des civils dans une région en guerre depuis près de 5 ans. Je vous invite à suivre ce reportage signé d'Éric Diator et Ulrich Ngonomala. Good. Voilà ce qui reste de la petite Carole, tuée ce matin par un gendarme. Elle, qui rejoignait ses copines de classe pour assister aux cours dans une école maternelle à Moliko, un quartier de la ville de Buea. Le véhicule présente encore de sérieux dommages. Selon les réseaux sociaux, voici le gendarme qui a écourté la vie de Carole. Le nommé Rigobert Achille Vogo a été lynché à mort par la population en furie, laquelle a complètement paralysé la ville de Buea et envahi l'esplanade des services du gouverneur de la région du sud-ouest. Pour l'heure, aucun motif ne justifie la réaction de l'homme en tenue, mais selon certaines sources, la mère de la défunte n'aurait pas obtempéré aux injonctions du gendarme lors d'un contrôle routier. Le véhicule est criblé de balles, la petite étant à l'intérieur. Alors qu'on n'a pas encore terminé le deuil de Jamil Mouliom, décédé dans une cellule de gendarmerie, nous voici confrontés à une autre bavure militaire, qui plus est dans une zone en crise, un manquement à l'éthique auquel les sécessionnistes pourraient davantage s'accrocher. Le ministère de la Défense reconnaît la responsabilité d'un gendarme dans cet incident ayant causé la mort d'une fillette de 5 ans. La scène s'est déroulée dans la matinée à quelques encablures du marché central de Buea. Selon la version de l'armée, le conducteur de véhicule de marque Toyota, modèle Picnic, a refusé d'obtempérer à une interpellation à un poste de filtrage de la gendarmerie. Il a poursuivi sa lancée en accélérant pour s'échapper en direction du stade Omnisport de Moliko, là où il sera rattrapé par un binôme de gendarmes lancé à sa suite. Dans son communiqué, l'armée affirme que les procédures d'identification d'usage ont été faites et le ton est monté de manière inexplicable entre les deux gendarmes et le conducteur fermement opposé à la fouille de son véhicule au point d'engager une nouvelle manœuvre de fuite. L'armée reconnaît que l'un des gendarmes a eu à cet instant une réaction inappropriée, inadaptée à la circonstance et manifestement disproportionnée par rapport au comportement jugé irrévérencieux du conducteur de ce véhicule. Selon le communiqué, le gendarme en question a eu, au mépris du principe de précaution, procédé à des tirs de sommation dans le but d'immobiliser le véhicule.
C'est alors que la nommée Caro Louise Ndiaye, jeune élève se trouvant à bord du véhicule, sera mortellement atteinte par balle à la tête. Dans une violente furie, la foule s'est ruée sur le gendarme auteur du coup de feu et lui a ôté la vie. Le ministre de la Défense regrette profondément ce malheureux incident et adresse ses condoléances les plus attristées à la famille. Une enquête a été ouverte pour préciser les contours et les responsabilités de cet incident doublement mortel. C'est en substance un communiqué signé du colonel Cyril Serge Atonfa-Nguemo, chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Autre réaction, celle de Maître Agbor Mbala Congo, qui dénonce l'impunité observée sur le théâtre de la crise anglophone, notamment à travers certains des éléments des forces de défense et de sécurité qui sont reconnus coupables d'exactions sur les populations civiles. Je vous invite à l'écouter. Mon première réaction, c'est comme un peu aussi, ça peut être ma fille. On ne peut pas accepter ça qu'une petite jeune fille comme ça, elle est morte à cause des je sais pas comment on dit, elle est morte inutile. Parce que si le gendarme avait respecté le chauffeur en ne pas demandant l'argent, et bon, même si tu demandes l'argent et on refuse, tu ne peux pas tuer, une fille. Aussi, en tant que quelqu'un de société civile des droits de l'homme, c'est une grosse violation des droits de l'homme. Parce que être humain, c'est très important. Et l'État aussi a une obligation de protéger les gens, les enfants, les hommes, n'importe quelle personne. Donc si l'État ne peut pas faire ça, donc l'État est échoué. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on a tué l'enfant aussi, mais c'est les manières à faire et à gérer les choses. On est dans une situation de crise. Donc on doit éviter ce que les gens peuvent sortir de la rue. Jusqu'à maintenant, pour le moment, les gens sont décidés de sortir. Et l'information aussi. Parce que même si tu vois comment il conduit les voitures dans la route, il prend les gens comme le con. Il prend les gens comme les animaux. La manière qu'il parle avec les gens. Et parce que quand ils font les choses comme ça, rien n'est fait pour eux. Ça lui donne le courage. Donc on doit ouvrir une enquête. Parce qu'il y a les gens qui ont envoyé le monsieur pour faire ce qu'il faisait. Les formations, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et le gouverneur de la région du Sud-Ouest appelle les populations au calme, à la retenue. Il s'engage à mener une enquête, établir les responsabilités dans ce drame survenu très tôt ce matin à Buea, là où un enfant en tenue scolaire a été tué par balle. L'auteur, un gendarme, a été lui aussi lynché par les populations en furie. Parmi les autres réactions enregistrées, il y a celle d'une célébrité de la musique urbaine au Cameroun et bien établie en zone anglophone. L'artiste Salaciel partage l'immense douleur de la famille de ce petit ange qui, au lieu de se rendre à l'école, a été tué par une personne qui est censée être entraînée et payée pour la protéger. Dans son message d'indignation, Salaciel a eu du mal à comprendre comment un gendarme a pu ouvrir le feu sur une femme et un enfant en tenue scolaire dans une voiture. À quand la fin de ces calamités qui surviennent après le massacre des enfants à Kumba, s'interroge l'artiste Salaciel. Pour le rappeur Valsero, cet incident est inconcevable et impardonnable. Ce sang versé innocemment est le prix de la lâcheté des Camerounais qui, selon Valsero, ont perdu leur humanité. La députée PCRN Noran Fotsing révèle que Caroline avait l'âge de sa fille et ce drame lui fait terriblement mal. Cette parlementaire estime qu'il est temps d'agir dans le sens de mettre un terme à la violence de certains éléments des forces de sécurité sur la population. Et non loin de Buea, une explosion a failli s'aimer la panique à Limbe 2. C'est du carburant frelaté et illégalement exploité qui a explosé. Vous le voyez en image, ces flammes gigantesques qui ont été observées à Limbe 2, suscitant l'inquiétude auprès des populations. D'importants dégâts matériels ont été signalés et les populations et riverains ont essayé de sauver leurs effets afin d'éviter que les flammes ne puissent se répandre sur leurs maisons d'habitation.
Lundi dernier, Equinox mettait en lumière une autre dénonciation de bavure ayant causé la mort d'un Camerounais de 27 ans. Il était alors dans une brigade de gendarmerie à Douala. Dans cette enquête exclusive, la famille déplorait les traitements inhumains qu'avait subi leur enfant conducteur de moto placé en garde à vue dans cette brigade. Selon les dernières nouvelles, une autopsie a été réalisée et le rapport rendu hier soir à la gendarmerie à Douala. Selon une information Equinox, la thèse du suicide n'a pas été retenue, mais plutôt une mort violente suite à des traumatismes. Des sources révèlent que des hommes ont tenu suspectés d'être impliqués dans ces traitements inhumains ont été déférés. Ces informations n'ont ni été confirmées ni infirmées officiellement. Évoquons à présent l'exaspération des transporteurs routiers sur l'axe Babadjou-Bouda. Ces transporteurs ont garé leur voiture ce jour en guise de mécontentement, imposant aux usagers un indescriptible calvaire. La situation est revenue à la normale après l'intervention du préfet des Bamboutos. D'autres précisions avec Raphaël Tchoko, Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Ces bidons appartiennent à un vendeur de vin de raffia qui allait s'approvisionner à Babadjou. Comme les autres passagers de l'axe Bouda-Babadjou, il est coincé ici, à la gare routière de Mbouda. Les chauffeurs de cet axe ont en effet abandonné les volants pour s'indigner des tracasseries policières auxquelles ils font face au quotidien. Pour les salaires, il y a des contrôles qui nous menacent. Tu comprends, non? Oui. Le contrôle nous appelle les illettrés. Hein? Ils peuvent déposer 2 fois par jour, 1000 francs. Et nous on travaille. Bouda Babadjou, nous on a laissé de 5 000. Le contrôle vient prendre 2 000. Le ticket de quel prend 500, non, on avait 500. Et nous on travaille chez les gens. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'interpellation de plusieurs de leurs collègues. Aujourd'hui, là, le problème est que on nous dit ce qui ne va pas. Il y a 5 de nos frères en cellule, avec un dossier, on a pris, avec un numéro, nous sommes du qu'on doit donner que 500. Pour se mouvoir, les passagers étaient, malgré leur bagage, contraints d'emprunter des motos. Le préfet du département des Bamboutos a présidé en urgence une réunion à laquelle étaient conviés les responsables des forces du maintien de l'ordre de sa circonscription administrative et les responsables des syndicats des transporteurs en grève. À l'issue de celle-ci, des recommandations ont été prises pour un retour à la normale sur l'axe Bouda-Babadjou. Désormais, l'accès aux services publics est conditionné par la présentation d'un carnet de vaccination anti-Covid dans la région de l'Est, décision du gouverneur justifiant la mise en œuvre d'une telle décision par le taux très faible de personnes vaccinées sur son territoire de commandement au moment où la 3e vague d'épidémie fait rage au Cameroun. D'autres précisions avec notre reporter Benjamin Essam. Abertois. C'est une décision qui fait grincer les dents parmi les agents publics en service dans la région de l'Est. Ceux-ci ne seront admis à leur poste que sur présentation d'un carnet de vaccination Covid-19. J'ai signé une série de documents la semaine dernière pour demander, pour indiquer que date du 11 octobre, l'accès sera interdit dans les services publics régionaux, départementaux d'arrondissement. Tous les agents publics non vaccinés contre le Covid-19 ou disposant d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures. Et pour passer de la parole à l'acte, Grégoire Mvongo est descendu sur le terrain. Première étape, ses propres services de la région où les agents non vaccinés ont été appelés à le faire instamment. Pour le gouverneur de l'Est, il est question d'améliorer le taux de vaccination encore très bas dans son unité administrative. Dans l'ensemble, beaucoup de personnes sont vaccinées, mais le taux reste faible, très faible. Nous nous sommes déplacés avec une équipe du ministère de la Santé. Et cette équipe, là où c'est nécessaire, possède
vaccination au testing et puis à la vaccination des personnes non vaccinées. Si dans les services de la préfecture du Lom et d'Irem, presque tous les agents sont vaccinés, ce n'est pas le cas à la sous-préfecture de Berthois 2e ou encore à la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative. Dès qu'on a lancé la campagne de vaccination, nous on s'est précipité à se faire vacciner. Et déjà, nous avons nos carnets de vaccination. Je me fais vacciner ce matin suite à l'instruction donnée par le numéro 1 de la région selon laquelle l'accès dans les services publics désormais est régi par la présentation de la carte de vaccination. Alors cette instruction a, on va le dire, réveillé ma conscience. J'ai compris ô combien la situation est désormais sérieuse et il faut bien s'arrimer à la norme. L'opération va se poursuivre. Il est donc question pour ces agents publics de s'arrimer à la nouvelle donne. En santé, des maladies chroniques non transmissibles comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain au Cameroun. Dans un tel contexte sanitaire inquiétant, comment améliorer la prise en charge? Des spécialistes de la santé révèlent qu'il y a un lien entre ces maladies et d'autres infections et que si rien n'est fait, le risque de mortalité pourrait être bien plus important. D'autres explications avec Equa Claude et Nadine Yambou. C'est un phénomène inquiétant qui bouleverse la carte sanitaire nationale. Les maladies chroniques comme le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires ont très vite pris le pas sur les infections pour devenir de plus grands tueurs au Cameroun. Le tiers des Camerounais est hypertendu. Donc les maladies chroniques occupent une place assez importante. Dans les pays africains, nous avons 70% des décès qui sont liés aux maladies chroniques. Et dans le monde, 41 millions de décès sont liés à cette maladie-là. Des spécialistes de la santé notent pour le déplorer une relation étroite entre les maladies infectieuses et des maladies chroniques non transmissibles avec de graves répercussions sur la santé. Un mal de gorge mal soigné chez un enfant peut aboutir à une maladie des valves qui peut aboutir à une insuffisance cardiaque. Une infection virale, qu'elle soit au niveau du foie ou au niveau du col de l'utérus, peut occasionner des maladies chroniques, voire des cancers. Dans le cadre de la Covid-19, on vous a dit que les personnes qui avaient des maladies chroniques étaient plus à risque parce que l'infection aggravait justement le pronostic de ces patients-là. Sur le plan mental, les conséquences sont désastreuses. Les personnes victimes développent au quotidien des problèmes d'anxiété et dans d'autres cas, la dépression. Le sujet séropositif, par exemple, va se retrouver obligé de faire attention à chaque fois qu'il va manipuler un objet tranchant ou qu'il va avoir un rapport sexuel. Et donc l'hypervigilance va faire qu'on va développer une sorte d'anxiété, de peur permanente et d'épuisement émotionnel par conséquent qui va consommer une partie de la bande passante, pour le dire ainsi, de la pensée de la personne. Mettre en lumière le lien maladie infectieuse et chronique, c'est l'enjeu de cette 3e conférence interdisciplinaire et transversale de la santé organisée par l'Association des médecins du Cameroun. On doit trouver des consensus pour mettre en évidence le fait que les infections qui entourent les pays tropicaux, comme notre pays, rentrent totalement dans le fait qu'elles peuvent soit aggraver ces maladies, soit les compliquer, ou bien être à l'origine de ces maladies. Donc cette rencontre ici, c'est pour pouvoir sensibiliser non seulement les médecins du Cameroun, particulièrement les médecins généralistes, parce que ce sont eux qui voient les patients en premier, mais les spécialistes aussi, pour qu'une prise en charge multidisciplinaire, coordonnée, puisse être faite, pour que chaque patient se sente pris en charge. Durant 3 jours, des experts de la santé venus du Cameroun, d'Afrique centrale et d'Europe vont débattre sur l'impact des maladies infectieuses et chroniques sur la santé. Après la manifestation des populations à Japoma, dans le 3e arrondissement de Douala, dénonçant la non-construction d'un mur de soutènement sur un talus détruit il y a plusieurs mois, le gérant d'une société civile immobilière reconnaît sa responsabilité. Descendu sur les lieux, il annonce la reprise des travaux afin de soulager ces populations qui avaient manifesté leur colère. Évocation avec Théophile Tchunke et Roméo Ngoula. Quelques semaines après la manifestation des populations d'Ibutu, une zone située non loin du stade de Japoma, dans l'arrondissement de Douala 3e, suite à la destruction du talus qui soutenait leurs habitations,
Le promoteur de la société immobilière pointé du doigt a décidé de la reprise des travaux qui s'étaient arrêtés indépendamment de sa volonté. Mais pour commencer, je dois d'abord vous dire que M. Nganso Emmanuel, consul honoraire des SFAN, n'est pas concerné par cette affaire. Le protocole d'accord que voici est signé par moi et les villageois représentés par M. Djiki Alex. Nous, on a bien engagé les travaux, mais on a été buté par la pandémie, le coronavirus, qui est venu nous mettre en difficulté. Quand ils nous ont interpellés récemment, lors de votre passage ici, on s'est fixé qu'on devait reprendre les travaux le 15 novembre. Les populations accusaient également le promoteur de la société immobilière d'avoir cédé la route de 12 mètres à un particulier pour des travaux de construction. Mais avec l'aide d'un géomètre, il a tenu à faire la lumière sur cette autre accusation. Je dis que cela c'est faux. Nous sommes en train de faire les levées pour prouver que ce qu'ils ont dit n'était pas ça. Et le géomètre est en train de faire ce travail. Vous-même vous constatez que ce qu'ils ont dit n'était pas sur la route. Oui, je suis en train de faire la dénotation du titre foncier 41 553. Ce titre foncier est limitrophe au 44-25, au titre foncier 44-25, par une route de 12 mètres. Appelé à une concertation le vendredi 8 octobre et le dimanche 10 octobre, les populations concernées ont répondu aux abonnés absents. Parlons à présent de ces présumés braqueurs qui sont tombés dans les filets de la gendarmerie dans le 7e arrondissement de Yaoundé après avoir dépossédé un haut commis de l'État de son véhicule de fonction et plusieurs objets de valeur. Ils ont été rattrapés par des éléments du poste de gendarmerie de la localité. Des échanges de tirs s'en sont suivis et ont permis de mettre la main sur 2 membres de ce gang de malfrats et leurs complices courent toujours. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Les impacts de balles reflètent l'intensité des échanges de tirs entre les présumés braqueurs et les éléments de la brigade de gendarmerie de Minkwameyos. La scène, digne d'un film d'action, se déroule dans la soirée du lundi 4 octobre. Dans la nuit du 4 octobre 2021, à 19h15 très exactement, j'ai reçu un appel téléphonique d'un habitant de la circonscription, nous faisant état de la présence des malfrats dans un domicile. Immédiatement reçu de cet appel, mes hommes et moi nous sommes déployés sur le terrain. Et arrivés sur les lieux, les malfrats qui ont senti la peur du gendarme ont ouvert le feu sur nous. Notre riposte énergétique a pu nous permettre de les mettre en déroute et de récupérer tous les effets que vous avez pu voir ainsi que des numéraires. Parmi les 4 présumés braqueurs, un va y rester. Le chef de gang de Chua, blessé à la jambe. Son exploitation va permettre de mettre la main 2 jours plus tard sur un deuxième larron, le nommé Batista. Les 2 autres membres du gang qui ont réussi à prendre la fuite courent toujours. Venu avec l'intention d'emporter le véhicule et de se servir chez son propriétaire. Au cadre dans un ministère de la place, la bande à 2 Chua a échoué tout près du but après avoir été mise en déroute par les gendarmes. L'arrondissement de Yaoundé 7 est considéré comme une base arrière pour les bandits de grand chemin qui, après avoir commis des forfaits un peu partout dans les autres unités administratives, trouvent leur refuge ici dans notre circonscription administrative. Grâce, une fois de plus, à la bravoure de nos forces de sécurité de maintien de l'ordre, nous avons pu stopper l'évolution de ceux-là même qui ont failli mettre en péril la vie de nos compatriotes. Tous les objets volés ainsi qu'une somme d'argent non négligeable ont été récupérés. C'est le lieu de saluer l'adhésion et la collaboration de la population. La collaboration sincère et ferme avec les forces de maintien de l'ordre. Chaque fois qu'une situation de danger est signalée, que ces populations n'hésitent pas à saisir la gendarmerie nationale. Nous avons des numéros verts, le 113, qui est gratuit, que tout le monde peut appeler pour signaler une situation de danger. Et vous verrez qu'immédiatement, les gendarmes interviendront pour répondre énergétiquement au danger. Déférés au parquet du tribunal militaire de Yaoundé, les 2 compagnons d'infortune ont été présentés au commissaire du gouvernement afin de répondre de leurs actes. Quant aux fugitifs, la gendarmerie n'entend pas les lâcher. En bref, à présent, sur les campus universitaires, le mot d'ordre de cessation de toute activité académique a été diversement respecté, tandis que certains enseignants ont suivi l'appel du syndicat national des enseignants du supérieur
D'autres ont été aperçus en train de dispenser des cours à l'université de Douala, par exemple. Ce mot d'ordre de grève avait été lancé par le SINES pour protester contre les abus qui ont été perpétrés sur l'homme de leur collègue, le docteur Fridolin Kay. Pour les enseignants du supérieur réunis au sein du SINES, ce qu'a vécu Fridolin Kay est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il était nécessaire d'agir pour dire stop à ce type d'acte qui déshonore la société camerounaise et qui met à mal les enseignants d'université. Parlons de l'histoire du football africain avec cette performance inédite des Super Eagles du Nigeria aux Jeux Olympiques Atlanta 1996. Les Super Eagles étaient hissés au sommet de l'Olympe en battant 3 grosses pointures du football, à savoir le Mexique en quart de finale, le Grand Brésil en demi-finale et la Grande Argentine en finale. Le Nigeria devient alors le premier pays africain à remporter une médaille d'or durant une telle compétition, alors qu'il était suspendu de participation à la CAN qui s'est déroulée la même année sur le continent africain. Ce nouvel épisode de Chemin de Cannes est signé Jean-Paul Chouniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Champion d'Afrique à la CAN de 1994 et tenant du titre privé de l'édition de 1996 en Afrique du Sud, pour brouille entre le président Nelson Mandela et son homologue Sani Abacha du Nigeria. Les Super Eagles arrivent gonflés à bloc aux Jeux Olympiques d'Atlanta aux États-Unis d'Amérique, terre où ils étaient passés à un micron de jouer pour l'Afrique, sont champions olympiques pour la toute première fois de leur histoire. Depuis la création des Jeux Olympiques en 1896, il y a un siècle. There is the final whistle. There is a historic moment. Nigeria become the first African nation to claim gold in the men's football. They beat Argentina by 3 goals to 2 and Nigeria are Olympic champions. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.